Bonsoir et merci d'être là en ce samedi soir. Imaginez Bunia à cette heure-ci. La nuit tombe sur l'Ituri, les lampes s'allument une à une. Mais ce soir, elle n'éclaire pas que l'obscurité. Elle veille contre deux peurs qui se sont invitées dans les maisons. Un virus qui tue et un voisin qui pousse sur nos frontières. C'est de cette province que nous partirons. Et avant tout, un mot pour vous, Norbert Cavacaya, et pour vous, Alfalo Benzaoui. Votre fidélité à ce rendez-vous, soir après soir, nous oblige et nous honore. Un salut aussi à vous tous qui nous suivez depuis l'autre bout du monde. Vous êtes loin des yeux, jamais loin du pays. Quand vous envoyez de quoi faire vivre une famille restée ici, quand vous haussez la voix là-bas pour qu'on parle du Congo, vous bâtissez la nation aussi sûrement que ceux qui n'ont jamais quitté le sol. Ce soir, ce journal est aussi le vôtre. Ce qui se joue ce soir, c'est une question simple et lourde. Qui décide de qui gouverne l'Ituri? Kinshasa ou Kampala? En 72 jours, un général de l'armée ougandaise a réclamé publiquement une tête, et cette tête vient de tomber. Le pouvoir parle de rotation. Les faits, eux, racontent autre chose. Nous verrons aussi pourquoi l'Église du Christ au Congo s'est transformée en tribunal du débat constitutionnel. Pourquoi l'OMS et l'Africa CDC viennent de poser 518 millions de dollars sur la table de l'Ebola. Et pourquoi Washington brandit à nouveau la menace des sanctions. Mais commençons par l'Est, par cette province d'or et de sang. Un gouverneur militaire a été remplacé hier. Sur le papier, une simple décision administrative. Dans les faits, peut-être la démonstration qu'un pays voisin sait désormais faire et défaire nos commandants. Solange, ce dossier est entre tes mains. Merci Nathalie et bonsoir à vous toutes et à vous tous qui nous accordez votre soirée. Le 5 juin 2026, hier donc, une ordonnance présidentielle lue sur les antennes de la RTNC a mis fin à 5 années de commandement. Félix Tshisekedi a remplacé le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama au poste de gouverneur militaire de l'Ituri par le général-major Kassondo Mulumba Batoka Gabi, jusqu'alors commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement à la 31e région militaire dans la province de la Chopo. Le gouvernement avance 2 raisons. La durée du mandat de Luboya en poste depuis mai 2021 et la nécessité d'un nouveau commandement face à l'épidémie d'Ebola déclarée le 15 mai. Voilà la version officielle. Tenons-nous-en d'abord aux dates, car ce sont elles qui racontent la vraie histoire de ce départ. Pour comprendre ce remplacement, il faut saisir ce qu'est l'Ituri. Cette province n'est pas un territoire ordinaire. Elle partage une longue frontière avec l'Ouganda. Elle regorge d'or et de bois précieux. Et elle est traversée par des décennies de conflits. Depuis fin 2021, l'armée ougandaise, l'UPDF, y est officiellement présente dans le cadre de l'opération Shuja contre les rebelles ADF. Au début de 2025, 750 soldats ougandais appuyés par des blindés ont même été redéployés jusqu'à Bunia, la capitale provinciale. Officiellement, c'est pour sécuriser la frontière. Cette présence d'une armée étrangère sur notre sol n'est pas neuve. Le groupe d'experts des Nations Unies avait déjà documenté, dans les années 2000, l'exploitation illégale de nos ressources par cette même UPDF et la manipulation des tensions communautaires pour justifier une présence durable. Les régimes ont changé à Kinshasa. La convoitise sur l'Ituri, elle, n'a pas bougé d'un pouce. Et il faut nommer un mécanisme que nos auditeurs connaissent trop bien. Kampala agite la lanterne des ADF exactement comme Kigali agite celle des FDLR. 2 voisins, 2 prétextes sécuritaires d'une même méthode, transformés d'une menace réelle en autorisation permanente d'occuper le terrain congolais. C'est dans ce décor qu'il faut placer Luboya, car il a fait précisément ce qu'un gouverneur congolais est censé faire. Il a refusé l'extension sans contrôle des opérations ougandaises. Il a exigé que les missions restent sous commandement congolais. Et il a verrouillé l'accès des forces étrangères aux zones minières. Voici maintenant ce qu'un communiqué officiel ne dira jamais. Le 4 mars 2026, sur instruction directe de Luboya, l'administration militaire de Mahagi impose aux troupes ougandaises une autorisation préalable obligatoire pour tout franchissement de la frontière aux postes d'Anzida et de Karombo.
une décision souveraine inédite. Un gouverneur congolais verrouille l'entrée de sa province à l'armée d'un voisin pourtant présenté comme partenaire. La réaction de Kampala ne se fait pas attendre. Le 25 mars, le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de l'armée ougandaise et fils du président Museveni, publie sur le réseau X une menace explicite. Toutes les troupes de l'UPDF se retireront de Lubero dans les prochains jours si le gouverneur de l'Ituri n'est pas changé. Il qualifie publiquement Luboya de très stupide et l'accuse de s'opposer depuis le début aux opérations de son armée. Plus grave encore, dans une autre publication, il évoque une avancée de ses troupes ou de celle du M23 vers Kisangani, ville stratégique située à des centaines de kilomètres de la frontière. Que le chef de l'armée d'un pays voisin menace publiquement une de nos grandes villes en dit long sur l'arrogance avec laquelle Kampala traite la souveraineté congolaise. À l'époque, selon Africa Intelligence, Kinshasa refuse formellement cette demande, y voyant une ingérence inacceptable. Ce niveau de liberté que s'arroge l'UPDF n'est pas une vue de l'esprit. En mars 2025, après des affrontements avec des miliciens de la Codeco à Fataki, l'armée ougandaise affirmait avoir tué 242 miliciens sur notre territoire. Un chiffre contesté, mais qui illustre à lui seul jusqu'où ces forces opèrent à leur guise dans la province. Voilà le contexte dans lequel un gouverneur a osé dire non. 72 jours. C'est le temps exact écoulé entre l'ultimatum public de Muhoozi et le limogeage effectif de Luboya. L'arithmétique des dates est sans concession. Le pouvoir a d'abord dit non, puis a fini par faire exactement ce que Kampala exigeait, en l'habillant d'un motif sanitaire. Et il faut comprendre pourquoi l'Ouganda tenait tant à cette tête. L'Ituri est l'une des provinces les plus riches en or de notre pays, mais une large part de cette production échappe à l'État au profit de groupes armés et de réseaux régionaux. Des experts cités par le site spécialisé mine.cd décrivent un mécanisme limpide. L'Ouganda sécurise ses corridors miniers pendant que les Congolais se battent contre des groupes rebelles locaux, et les minerais transitent vers Kampala. Selon ces mêmes enquêtes, les forces ougandaises ne se contentent pas de sécuriser les routes, elles participent directement à la gestion des exploitations illégales. Une coopération militaire qui sert en réalité à légitimer cette prédation. Or, les axes que Luboya avait choisi de contrôler, comme la Nationale 27 reliant Bunia à Mahagi, sont exactement ceux qui servent à évacuer cet or. En verrouillant Ansida et Kaambo, Luboya ne bloquait pas des soldats. Il coupait une route de l'or. C'est cela qui le rendait insupportable. Et c'est là que ce dossier cesse d'être seulement politique pour devenir une question de vie ou de mort. Dans un appareil sécuritaire infiltré par des décennies de complicité, un officier patriote qui dérange ne court pas qu'un risque de carrière. Des hommes achetés au compromis peuvent transformer une simple information sur les déplacements d'un commandant en sentence. La résistance politique sans protection physique reste une posture vide de sens. Le départ de Luboya règle son cas administratif. Mais la question de la sécurité de ceux qui, demain, oseront résister aux mêmes pressions, elle, reste entière. Soyons justes, car la justice fait partie de notre métier, et le bilan de Luboya n'est ni tout blanc ni tout noir. Arrivé le 11 mai 2021, il a trouvé une ville de Bunia dont seul le centre était sécurisé. Il a pacifié la ville et ses environs, rouvert la Nationale 27 jusqu'à Mahagi, rouvert l'axe Bunia-Komanda, modernisé la voirie urbaine et même l'aéroport de la capitale provinciale. Ces réalisations sont réelles. Et hier, sur Radio Okapi, une partie de la population les a saluées sans détour. Mais ces mêmes habitants ont posé la limite avec une lucidité douloureuse. L'un d'eux l'a résumé ainsi. Sur le développement, Bunia est devenu plus propre. Mais sur la sécurité, les groupes armés sont toujours là avec leurs armes. Et les gens n'ont toujours pas accès à leurs champs. Car Luboya quitte l'Ituri sans avoir éradiqué la Codeco, ni les ADF, ni la CRP de Thomas Lubanga,
qu'il avait pourtant juré d'arrêter en janvier 2026. Des milliers de personnes vivent encore dans des sites de déplacés. Dès 2022, la société civile itourienne réclamait déjà son remplacement. Autrement dit, même sans la pression ougandaise, son bilan sécuritaire aurait fini par justifier une rotation. Le pouvoir disposait donc d'un motif réel, et c'est précisément ce qui rend la manœuvre si habile. Reste alors une lecture qui réconcilie tous les faits. Kinshasa n'annoncera jamais que ce départ est une concession à Kampala. L'épidémie d'Ebola et l'usure d'un mandat de 5 ans offraient un paravent parfaitement présentable. En clair, Kampala a obtenu le fond. Kinshasa a sauvé la face. Et le profil du successeur n'est pas neutre. Le général Kasongo est un homme du renseignement et des opérations, bien plus discret, moins communicateur, moins politique que Loboya. Exactement le genre de gouverneur qui, espère-t-on à Kampala, fera moins d'ombre aux soldats ougandais patrouillant dans les zones aurifères. Ce nouveau commandant sera donc observé de très près. À Bunia, par une population qui hérite à la fois de l'insécurité et de l'épidémie. À Kinshasa, par un pouvoir qui devra prouver qu'il n'a pas cédé. Mais c'est peut-être depuis Kampala que les premiers gestes du général Kasongo seront scrutés avec le plus d'attention, pour vérifier une seule chose, si la route de l'or est cette fois restée ouverte. Nathalie, je te renvoie le fil de cette soirée. Merci Solange. Retenons-le clairement. Un gouverneur qui contrôlait une frontière a été remplacé 72 jours après qu'un général étranger a exigé son départ. Pour la nation, l'enjeu n'est pas un homme, c'est une question de souveraineté nue. Qui tient réellement le stylo qui nomme nos commandants à l'Est? Et cette question de souveraineté, justement, en rejoint une autre, intérieure celle-là, qui agite Kinshasa depuis des semaines, celle de la loi fondamentale qui nous gouverne tous. Merci Nathalie et bonsoir à toutes et à tous. Hier, vendredi 5 juin, à Kinshasa, l'Église du Christ au Congo a ouvert une séquence qui pourrait peser lourd dans le bras de fer constitutionnel. Réunie en session extraordinaire, l'institution protestante a convoqué les porte-voix des deux camps pour les entendre, un par un, avant de rendre sa propre position. D'un côté, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, et le président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabuya, sont venus défendre la thèse du changement constitutionnel. De l'autre, le leader de l'ECD, Martin Fayulu, a porté la voix de l'opposition. Le directeur de cabinet du président national de l'ECC, Moïse Gbema, a fixé l'échéance. La position officielle de l'Église sera rendue publique demain, dimanche 7 juin. Pourquoi cette démarche compte-t-elle autant? Parce que dans notre pays, la parole des confessions religieuses pèse souvent plus que celle des partis. L'Église a justifié sa cession par l'ampleur des sollicitations reçues, de la part d'organisations nationales et internationales comme de ses propres fidèles. Ce n'est pas la première fois que les Églises s'invitent dans un moment institutionnel décisif. La mémoire collective garde le rôle qu'elles ont joué dans les grands tournants politiques des décennies passées, sous des régimes successifs. Quand l'État vacille ou divise, c'est vers l'autel que se tourne une partie de la nation. Écoutons les arguments, sans les trier. Pour Mbata et Kabuya, la constitution actuelle serait trop rigide et freinerait l'action du chef de l'État. Ils plaident pour une révision adaptant le texte aux défis du pays. Face à eux, Martin Fayulu a rappelé un argument que l'opposition martèle depuis des semaines: l'inconstitutionnalité d'une révision en période de guerre. Modifier la loi fondamentale dans un contexte sécuritaire précaire, dit-il, fragiliserait les institutions et créerait un précédent dangereux. Cette ligne, l'opposition ne se contente pas de la défendre dans les médias. La coalition Article 64 a annoncé 2 actions concrètes. Une plainte contre le président Tshisekedi pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et un sit-in le vendredi 12 juin devant le Palais du Peuple. Le parti FONUS de Joseph Olengankoy a appelé hier à une mobilisation générale de ses militants pour cette échéance. Pour les foyers combonais,
Cette bataille n'est pas une querelle d'avocats. Derrière le mot « révision » se joue la limitation du mandat présidentiel à 2 termes, et donc la question de savoir qui dirigera le pays après 2028. À Bukavu, des habitants disent ne voir aucun inconvénient à un texte adapté aux réalités, si cela protège le pays. D'autres, dans la société civile, gardent la mémoire des tensions de 2015 autour des tentatives de modification et redoutent un recul démocratique. La nation est partagée, et c'est précisément ce partage que l'ECC dit vouloir éclairer. Reconnaissons une chose au pouvoir. Il n'a pas, à ce stade, imposé un changement par la force. Le chef de l'État a annoncé une commission de faisabilité suivie d'une consultation populaire. Et plusieurs voix, jusque dans la majorité, rappellent qu'en vertu de l'article 5, le peuple demeure le seul souverain habilité à trancher. Le ministre Guy Loando l'a redit hier. Mais une consultation populaire en temps de guerre, sur un territoire dont une partie échappe au contrôle de l'État, pose une question que personne au sommet n'a encore tranchée. Demain, l'Église parlera. Le pays, lui, écoutera moins ce qu'elle dira que ce qu'elle osera ne pas dire. Nathalie, la parole est à toi. Merci Micheline. Une institution morale qui s'installe en arbitre, 2 camps qui plaident, et un verdict attendu pour demain. Voilà où en est la bataille de notre loi fondamentale. Pour la nation, le risque est clair. Modifier les règles du jeu pendant que l'on dispute encore notre territoire. Et puisque nous parlons de ce qui menace la nation de l'intérieur, il en est un autre, silencieux et meurtrier, qui avance plus vite que tous ses précédents dans l'Est, l'Ebola. L'épidémie d'Ebola qui frappe l'Est de notre pays vient de changer d'échelle dans la réponse internationale. Hier, vendredi 5 juin, l'Organisation mondiale de la santé et l'Africa CDC ont lancé un plan conjoint de riposte continentale chiffré à 518 millions de dollars pour 6 mois, de juin à novembre 2026. Au moment du lancement, le bilan présenté par le directeur général de l'Africa CDC, Jean Kaseya, faisait état de 397 cas confirmés et 63 décès dans les 3 provinces concernées, l'Ituri concentrant à elle seule plus de 90% des cas. Souvenez-vous, il y a 4 jours à peine, les autorités consolidaient ce bilan à 343 confirmés. En 4 jours, le compteur a donc gagné une 50aine de cas, et ceux qui espéraient une accalmie devront patienter encore. En 3 semaines, l'épidémie est passée d'une province et 3 zones de santé à 26 zones de santé. Cette vitesse la place déjà au premier rang historique pour la souche Bundibugyo, devant les épidémies de 2007 en Ouganda et de 2012 à Isiro. Derrière le chiffre du plan, il y a une réalité plus dure que les communiqués. Jean Kaseya l'a reconnu lui-même. Les promesses de dons annoncées la semaine précédente ne se sont pas traduites en argent disponible. La secrétaire permanente de l'Ouganda lui a confié n'avoir pas encore reçu 3 millions de dollars des partenaires, et le ministre de la RDC se trouve dans la même difficulté. Sur les centaines de millions promis lors des réunions internationales, l'argent réel manque encore sur le terrain. Ce décalage entre l'annonce et le décaissement n'est pas nouveau. On l'avait déjà observé lors de l'épidémie d'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Un mécanisme de suivi financier conjoint a été annoncé pour rendre les donateurs comptables. Le bilan le plus lourd touche ceux qui soignent. 34 agents de santé ont été infectés depuis le début de l'épidémie. 7 en sont morts, 6 ont guéri. Ces 6 soignants guéris sont désormais mobilisés comme médiateurs dans les communautés. Une stratégie jugée déterminante face à la méfiance. Et la méfiance est profonde. Des habitants ont demandé à Jean Kaseya, à Bunia, pourquoi, après 19 ans de connaissance de cette souche, il n'existait toujours ni vaccin ni traitement homologué. Et si la même épidémie dans un pays occidental serait restée aussi démunie? La question est rude, elle est légitime. Aucun vaccin ni traitement n'existe spécifiquement contre la souche Bundibugyo. Et c'est un défaut de test adapté qui a retardé de plusieurs semaines la détection de cette flambée. Les premiers prélèvements ayant été analysés avec des tests ne ciblant que la souche Zaïre.
À cette urgence sanitaire s'ajoute le verrou de l'insécurité. L'Ituri vit sous état de siège depuis mai 2021 et certaines zones ne sont même pas accessibles en avion pour des raisons de sécurité. Le traçage des contacts plafonne à 45%, loin des 90% nécessaires pour briser les chaînes de transmission. L'expérience de la 10e épidémie entre 2018 et 2020 avait déjà montré comment l'insécurité peut fragmenter une riposte. Entre le 3 et le 4 juin, 5 personnes soupçonnées d'Ebola se sont évadées de centres de traitement en Ituri. Les chefs d'État africains sont attendus le mardi 16 juin pour une réunion de haut niveau autour de ce plan. Derrière ces chiffres, il y a des visages. Et l'un des responsables de l'OMS a tenu à le rappeler. Le professeur Mohamed Yacoub Janabi, directeur régional pour l'Afrique, rentrait de Bunia 3 jours avant cette conférence. Il a raconté avoir écouté des survivants lui parler de douleurs, de nuits sans sommeil, de ces moments où chacun croyait que la vie lui échappait. Et il a posé une phrase que notre rédaction veut faire entendre telle qu'elle. Ebola, ce ne sont pas des statistiques, ni des projections, ce sont des gens. C'est cette réalité-là, celle des familles de l'Ituri, que les 397 ne diront jamais à eux seuls. Reste un dernier point, plus discret, mais lourd de sens pour notre continent. Lors de cette conférence, un journaliste a relevé une tension. Dans une tribune publiée par le Financial Times, Jean Kaseya n'avait pas cité l'OMS. Et dans une lettre adressée aux autorités congolaises, Tedros Adhanom Ghebreyesus n'avait pas cité l'Africa CDC. Qui pilote vraiment cette riposte? L'Organisation mondiale ou l'institution africaine? Les 2 directeurs ont répondu d'une même voix. Et la formule de Kaseya mérite d'être retenue. Ne nous divisez pas. Il a renvoyé la question vers ce qu'il a appelé l'aspiration des pays africains à la souveraineté. Et Tedros a rappelé qu'il avait lui-même proposé la création de l'Africa CDC lors d'un sommet de l'Union africaine en juillet 2013. La scène peut sembler protocolaire. Elle ne l'est pas. Derrière ce duo affiché se joue une chose qui nous dépasse, nous Congolais, tout en nous concernant au premier chef. Savoir si l'Afrique a désormais les moyens de soigner l'Afrique ou si elle attend encore qu'on vienne la soigner de l'extérieur. Il faut le dire honnêtement, lancer un plan unique, avec un budget unique et une équipe unique est une bonne décision. Et nos autorités sanitaires, Africa CDC en tête, ont raison de refuser la fermeture des frontières que certains pays brandissent. Mais un plan ne soigne personne. Ce sont les décaissements réels, le traçage qui doit doubler, et les centres de traitement qui doivent tenir, qui diront si ces 518 millions sont une réponse ou une promesse de plus. Le 16 juin, les chefs d'État parleront. Les semaines qui suivront, elles, compteront les vies. De l'Est qui souffre, passons à ceux qui prétendent en organiser la paix. Hier, vendredi 5 juin, l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a durci le ton. Dans une déclaration publiée sur le réseau X, il a averti que Washington se déclarait prêt à prendre des mesures supplémentaires contre tout État, individu ou groupe qui menacerait les perspectives de paix dans la région des Grands Lacs, en particulier contre tout acteur entravant la mise en œuvre des accords de Washington. L'émissaire a précisé ses attentes envers les 2 capitales concernées. Il a exigé que les forces de défense rwandaises achèvent leur retrait du territoire congolais sans plus tarder, tout en appelant Kinshasa à neutraliser de manière décisive les FDLR. Cette mise en garde n'arrive pas seule. Cette semaine, les États-Unis ont déjà sanctionné le chef du renseignement du mouvement rebelle M23 et un commandant des FDLR pour leur rôle dans la déstabilisation de l'Est. En quoi cela change-t-il la vie des Congolais? Parce que pour la première fois, un calendrier de retrait des forces étrangères est adossé à une menace de sanctions concrètes, et non plus à de simples appels. Pour les déplacés du Nord et du Sud Kivu, l'application réelle de cette pression déciderait du retour ou non vers leur village. Reste que la menace ne vaut que par son exécution. Washington a parlé fort cette semaine, en sanctionnant 2 hommes. Le test viendra le jour où il faudra sanctionner un État, et non plus seulement ses sous-traitants armés. Une pression américaine plus ferme, donc, mais dont la portée réelle reste à mesurer sur le terrain. Voyons maintenant, avec Esther, ce que cette journée a produit
en marge des grands titres. Esther, à toi. Merci Nathalie, et bonsoir à vous toutes et à vous tous. 3 séries d'informations ce soir, qui disent chacune un visage de l'État. Commençons par un dispositif que le gouvernement présente comme strictement temporaire. Ce vendredi 5 juin, le ministère de la Communication a annoncé que plus de la moitié des 15 ressortissants de pays tiers, expulsés par les États-Unis et admis sur notre sol le 17 avril 2026, ont déjà quitté la RDC pour regagner leur pays d'origine. L'exécutif insiste sur le caractère transitoire et limité de ce mécanisme. Pour la nation, l'enjeu est de vérifier que ce qui est annoncé comme temporaire le reste réellement. De la souveraineté de notre territoire, passons à celle de notre ciel. La RDC vient de franchir un seuil. Après un audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale mené en mars sur les aéroports de Ndjili et de Loano, le pays obtient une note de 69% en sûreté aéroportuaire, dépassant la moyenne africaine de 62%. Le directeur général de la Régie des voies aériennes, Louis-Blaise Londol, rappelle d'où l'on vient. La note était de 49 et le pays a longtemps figuré sur les listes noires internationales. C'est une victoire concrète qui rend nos aéroports plus fréquentables par les grandes compagnies. Et puisque l'État se met aux normes dans son ciel, il tente aussi de remettre de l'ordre dans ses comptes. Ce même 5 juin, devant la première ministre Judith Souminois, l'Inspection générale des finances a présenté les premiers résultats de son audit sur la paye des agents de l'État. Son constat, un circuit éclaté, avec une multiplicité d'intervenants sans plateforme commune. L'inspecteur Christophe Bizimois préconise un système unifié et digitalisé pour mieux contrôler une masse salariale qui constitue le premier poste de dépenses publiques. La transparence de l'État commence là, dans la clarté de ses propres fiches de paye. D'une transparence promise à une transparence trahie. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a dénoncé cette semaine, à l'occasion du 26e anniversaire de la guerre des 6 jours de Kisangani, la disparition des 325 millions de dollars accordés à la RDC par la Cour internationale de justice en 2022. Cette somme devait réparer le préjudice subi par les victimes de l'occupation ougandaise. Selon Mukwege, ces fonds se sont volatilisés alors que les survivants attendent toujours d'être dédommagés, plus de 20 ans après les faits. Il y voit une insulte aux victimes et réclame des enquêtes indépendantes pour identifier les responsables et récupérer les sommes disparues. Que l'argent destiné à panser les plaies de Kisangani disparaisse dans les rouages de l'État, voilà qui en dit long sur la distance entre une décision de justice internationale et la vie de ceux qu'elle devait soulager. De la dette du passé, tournons-nous vers ce que l'on prépare pour l'avenir, à commencer par notre sous-sol. L'Agence de pilotage et de suivi des conventions a signé jeudi 4 juin un mémorandum avec la société américaine Virtus LLC, chargée d'actualiser la cartographie géologique liée au contrat chinois de 2008. Son directeur général, Freddy Yodi Chembo, situe explicitement cet accord dans le sillage du deal américain. L'enjeu pour les Congolais est immense. La mise à jour des données de notre sous-sol déterminera la part de valeur que le pays captera sur ses propres ressources. Ces ressources, justement, sont au cœur d'une tension que la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin, a mise en lumière. La RDC se présente en pays solution, forte de 155 millions d'hectares de forêts tropicales et d'un sous-sol stratégique pour la transition énergétique mondiale. Mais la question demeure entière. Comment exploiter ces richesses sans détruire ces patrimoines? Et comment faire en sorte que les Congolais, qui en subissent les conséquences environnementales, en tirent enfin les bénéfices légitimes? Et de cette justice climatique, glissons vers une autre justice, sociale celle-là. À Kinshasa, ce 5 juin, les acteurs de la santé ont validé une feuille de route pour la couverture santé universelle. Le coordinateur du Conseil national en a nommé lui-même le verrou, la mobilisation des ressources financières. Une 2e revue annuelle, une feuille de route de plus, mais toujours aucun calendrier chiffré ni aucun engagement clair sur la part que l'État congolais financera sur ses propres deniers.
Une nation qui dépend de l'extérieur pour soigner les siens n'a pas encore gagné la souveraineté la plus intime de toutes, celle de la santé de son peuple. Nathalie, je te rends ce fil. Merci Esther. Un ciel aux normes, des comptes que l'on tente de clarifier, mais aussi des réparations envolées et des soins encore suspendus à l'argent des autres. La souveraineté se gagne aussi dans ces détails-là. Voilà notre soirée. Retenons l'essentiel. En Ituri, le lieutenant-général Johnny Vuboyan Kashama a été remplacé par le général-major Kasongo Mulumba Batokagadi, 72 jours exactement après que le général ougandais Muhoozi Kainerugaba a publiquement réclamé sa tête. Kinshasa parle de rotation. Les dates parlent de pression. Et à Kinshasa, l'Église du Christ au Congo, après avoir auditionné André Mbata, Augustin Kabuya et Martin Fayulu, rendra demain dimanche 7 juin une position attendue par tout le pays sur l'avenir de notre loi fondamentale. La pensée du jour ce soir nous vient d'Inside News RDC. La voici. Un pays qui laisse un voisin choisir ses gouverneurs n'a pas perdu une province. Il a perdu la main qui tient le stylo. Tant que cette main tremble, aucune frontière n'est vraiment fermée et aucune loi, fût-elle fondamentale, n'est vraiment souveraine. C'est dans la fermeté de cette main, plus que dans nos textes, que se mesure la liberté d'une nation. Retrouvons-nous demain pour le dernier journal de cette semaine lourde d'informations. D'ici là, je vous invite à explorer nos émissions d'analyse sur la chaîne YouTube d'Inside News RDC, où nos dossiers se prolongent et se creusent. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que la conscience de chacun veille sur la nation. C'était Nathalie pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.